Et tous, donc on y est presque. Bonjour Anita. Je me permets, je m'en excuse par avance, de couper tous les sons au démarrage pour assurer une qualité d'écoute. Voilà. Séquence dédiée à la note d'exécution financière pour l'année 2024 sur les cités éducatives. Je suis Suzy Chevet, je suis la chef de projet opérationnel à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Votre micro. Je vais avoir le plaisir d'intervenir notamment avec ma collègue de la DGESCO, Saïda Belaïd, qui est chargée d'études, notamment en charge des cités éducatives. Et nous serons dans un deuxième temps accompagnés de 4 acteurs des cités éducatives qui viendront parler de leur pratique de l'opérationnalité de la cité éducative avec une exécution financière en année civile et des enjeux opérationnels en année scolaire. La séance est entièrement enregistrée. Le replay sera mis à disposition le plus vite possible, dès demain, je pense. Et on va également, suite à cet échange, prévoir une FAQ écrite, rédigée, qu'on va publier dès que possible aussi. Donc, à cet effet, je vous informe que les questions passeront exclusivement dans le chat, de façon à la fois à voir l'historique et aussi à garder un peu la gestion sur le temps. De notre côté, on va se donner jusqu'à 1h30 pour répondre à vos questions, donc jusqu'à 15h30. Mais voilà, le gros, normalement, sera traité dans la première heure. Sur le déroulé de la séquence. Voilà, donc, le programme, on va d'abord parler donc des nouveautés 2024 avec notamment un retour sur les questions de calendrier, de modalités de délégation des crédits pour 2024. On fera également quelques rappels sur le fond de la cité. Sur GCRSI, on a réussi à répondre à un maximum de questions, de prendre des questions en direct à la fin de la séance. J'essaierai de réserver 10-15 minutes pour la prise de parole en direct. Donc, on va vraiment faire au mieux, mais on préfère privilégier les questions par écrit de façon à pouvoir répondre au maximum. Donc, sur la note d'exécution financière 2024, je ne vais pas la rebalayer en entier. Je vais surtout rebalayer les principaux points avec soit des nouveautés, soit des enjeux qu'on souhaite rappeler. Donc, en premier, la question de la délégation des crédits pour 2024. Donc, dans le cadre de donc pour les cités labellisées en cours de renouvellement, donc celles qui ont été labellisées en 2019 et en 2021, les nouveaux montants de subventions pluriannuelles, je le rappelle, font l'objet d'une notification par les ministres, enfin par le ou la ministre qui va arriver incessamment sous peu. Donc ça, vraiment, on va faire en sorte de l'enclencher le plus rapidement possible. Dès que nous aurons cette notification, avec celle-ci viendra un modèle de convention cadre triennale, parce qu'on va réajuster le modèle aux nouveaux enjeux, un tableau également pour les programmations, des informations que je vais détailler après sur l'exécution des crédits. Voilà, on vous rappellera un certain nombre de choses, donc ne vous inquiétez pas si là peut-être il y a des choses que vous vous inquiétez de ne pas prendre en note, tout sera rappelé au moment de la notification des crédits surtout. Ce qui est important de retenir, c'est aussi que en théorie, on doit attendre la signature de la convention cadre triennale pour le versement des crédits. On avait la signature de la convention cadre normalement balisée au 30 juin. On va faire en sorte de permettre le versement des crédits avant la signature de la convention cadre globalement. Parce qu'on se doute bien que là, pour entamer les programmations sur l'année sur des cités qui toutes sont déjà en fonctionnement, on va essayer en tout cas de faire en sorte que les délégations arrivent le plus vite possible. À cet effet, dans un premier temps, il y a la question des avances qui va être possible. Donc, les avances là-dessus, sur les cités qui sont labellisées en 2019, donc les 80 premières cités éducatives. Une avance, dès la notification donc par les ministres, donc dès le courrier, pourrait toucher une avance sur, sur les crédits. Ça, c'est possible. Pour les cités qui ont été labellisées en 2021, vous n'aurez pas, enfin, vous allez devoir attendre le courrier de notification, mais vous pourrez toucher cette avance, elle est déjà fléchée. En fait, la part des crédits 2021, il devait être versé là en début d'année, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, ce qui fait que vous avez déjà la visibilité, en fait, sur ce qui pourra vous être versé, voilà, dans ce cadre-là. Pour les 80 autres, ce sera vu dans le courrier de notification, directement. Pour les cités labellisées en 2022, vous allez pouvoir également toucher, en fait, techniquement, là, une avance dès maintenant sur les crédits. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, donc là, on va essayer, les préfectures, j'espère que vous allez me suivre et que normalement vous avez eu les infos.
À ce stade, une avance de 20% a été faite sur le 147, sur l'ensemble de la politique de la ville, donc sur l'ensemble des programmes de la politique de la ville. Donc pas exclusivité éducative, ni contrat de ville ou PRE. C'est 20% ont été versés là en janvier, préparés. La totalité de la délégation sur les crédits de politique de la ville doit arriver en mars. Donc sur le contrat de ville, sur les cités éducatives, etc. Donc ce qui veut dire qu'en fait, d'où cette logique d'avance-là, où vous pouvez toucher normalement dès février, une avance, sur la délégation totale de 2022. Donc ça, on pourrait y revenir après dans les questions, mais je le rappelle peut-être dans la technique quand même budgétaire, là ça me paraissait important avec le système d'avance. Donc ça, c'est pour la délégation des crédits 2024. Alors pareil, j'ai pas rappelé, mais normalement, il y a la revue de projet à remettre, mais ça, il n'y avait pas de sujet. Les revues de projet ont été toutes remises. On vous en remercie d'ailleurs vraiment pour le travail qui a été fait et pour les délais qui ont globalement tous été respectés. On va produire rapidement le document de synthèse et vous mettre à disposition aussi le data viz avec toutes les données sur les revues de projet. Ensuite, dans les autres rappels importants qu'on voulait faire, alors, un rappel sur les modalités de gestion des crédits. Les cités éducatives, les crédits donc du 147, n'ont pas vocation à se substituer aux crédits préexistants sur le territoire, notamment, je rappelle, les contrats de ville, le programme de réussite éducative, mais également toutes les dépenses de droit commun des collectivités territoriales, dont les financements de postes, les dispositifs financés également par l'éducation nationale. À cet effet, nous avons ajouté dans la note de cette année une liste de dépenses autorisées et notamment aussi de dépenses qui sont vraiment exclues des cités éducatives. Donc, je vous invite à aller regarder cette liste plus en détail, notamment sur la question des financements de postes et notamment de la masse salariale, par exemple, des collectivités, sur la question aussi de tout ce qui est droit commun ou des dotations déjà existantes pour d'autres programmes ou d'autres démarches. Là, il y a vraiment un point de vigilance. Donc, je vous invite à aller regarder en détail, on pourra revenir dessus aussi. Ensuite, sur les modalités de gestion, le suivi des cofinancements, les cofinancements. Dans le cadre du renouvellement des cités éducatives, a été posée une obligation de cofinancement à 30% du budget global de la cité éducative, dans le cadre du renouvellement. Cette obligation est étendue cette année à l'ensemble des cités éducatives. C'est-à-dire que pour toutes les cités éducatives, on doit avoir 30% de cofinancement sur le budget global, et que ces 30% comprennent toutes les contributions de la collectivité et des autres partenaires. Ce n'est pas 30% uniquement de la collectivité. Voilà. Dans la part État, on entend vraiment, par contre, toutes les contributions de l'État, que ce soit sur le 147, que ce soit sur le 214, donc les crédits de l'éducation nationale. Il n'est pas possible d'intégrer, par exemple, les crédits du Fonds de la Cité par éduc dans les cofinancements. Ça fait bien partie de la part État. Parce que c'est quand même des moyens mis, tout justement, par l'État sur les cités éducatives. Ces 30%, ils peuvent être constitués à la fois d'apports en crédit ou aussi de valorisation des dépenses. Par contre, c'est toujours possible ça. Donc ça, c'est pour les cofinancements. Sur la subvention, la répartition. Alors ça aussi, c'est une petite nouveauté. Suite aux 30%, il y a aussi la répartition de la subvention. Alors ça va commencer à s'appliquer à chaque fois au moment des notifications des renouvellements de subventions. Je le précise, c'est pas immédiat là. On va préciser dans chaque courrier de renouvellement de la subvention et du nouveau montant attribué, la répartition attendue des crédits. Alors, c'est entre l'ingénierie notamment et les actions. Là, dans la note, on a donné un ratio de 30-70. Néanmoins, ce ratio, on ne peut pas l'appliquer systématiquement, bien entendu, entre une cité qui va toucher 200 000 et une qui va en toucher 400 000. Ce serait absurde de d'imposer un tel niveau d'ingénierie pour le coup. Néanmoins, voilà, il va y avoir des discussions qui vont se porter là-dessus à chaque fois. Sur l'objectif de cette répartition, ça va être notamment de sanctuariser une enveloppe vraiment pour le pilotage, la coordination, l'évaluation de la cité éducative. Parce que là-dessus, il y a quand même eu, ça on constate encore, des cités sur lesquelles parfois il n'y a pas d'évaluation, il y a un problème d'évaluation, elle est peu présente, voire très insuffisante. Voilà, parfois il y a des enjeux sur le pilotage, avec voilà, du financement de postes, etc. Ça concerne aussi les formations, j'y pense là, essentiel. Donc, ça sera indiqué dans la lettre de la notification de la subvention. Et là, ce point important aussi, sur Dauphin pour les préfectures, la nomenclature a été modifiée en ce sens. Maintenant, c'est aussi dans la note, vous pouvez différencier entre les dépenses d'ingénierie et
des autres dépenses qui sont donc les dépenses dédiées aux actions, aux nouvelles actions, aux actions innovantes, etc. Vous avez dans la note, là, c'est rappelé et expliqué. Enfin, un dernier rappel sur les modalités de gestion. Il est toujours exclu que les collectivités qu'on délègue l'ensemble des crédits aux collectivités territoriales, comme aux établissements chefs de file. Il n'y a pas de, de gestion des crédits directement par la collectivité. Quand on parle de gestion des crédits, j'entends bien de l'ensemble de l'enveloppe, hein. Voilà, il y a toujours ce système. Ça, c'est écrit déjà depuis 2 ans dans la note, vous retrouverez, mais on préfère le rappeler. Et enfin, dernier point, avant que je donne la parole à ma collègue, sur les actes attributifs, le type d'acte qui peut être passé, notamment sur les crédits du 147. Alors, donc, on a la fameuse exécution en année civile sur laquelle on va revenir là avec nos collègues des territoires. Également, une nouveauté, c'est le fait qu'il est possible de passer des CPO, donc des conventions pluriannuelles, dans le cadre de l'attribution des crédits, des projets. Vous pouvez maintenant, par exemple, typiquement sur le poste de chef de projet, et c'est en particulier pour ça que ça a été pensé, passer une convention pluriannuelle qui va vous permettre de sécuriser le recrutement, par exemple, au moins sur 2 voire 3 ans. Je rappelle d'ailleurs que les conventions pluriannuelles ne sont pas forcément triennales. Vous pouvez passer une convention pluriannuelle sur 2 ans aussi, pour un projet, on attend ça en temps triennal systématiquement, c'est pas obligatoire. Voilà, donc ça, l'idée, c'est de favoriser vraiment la structuration en particulier de la gouvernance en facilitant le retour à des CPO, à l'usage des CPO, en facilitant l'usage des CPO. Donc des conventions pluriannuelles dans le versement. Voilà, donc j'ai dit le gros. Je vais revenir sur la plupart des points au regard de vos questions, ne vous inquiétez pas, je les vois courir dans le chat depuis tout à l'heure. Je vais d'abord passer la parole à ma collègue de la DGESCO qui va refaire un petit point sur le fond de la cité éducative. Je t'en prie, Célia. Merci Suzy, bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être être assez concise sur le fond de la cité, mais néanmoins rappeler que la convention de mutualisation du fonds de la cité est bien une annexe à la convention cadre. C'est important de le rappeler puisque la nouvelle convention de mutualisation que nous allons vous proposer va concerner dans un premier temps uniquement donc les 126 cités éducatives qui ont fait une demande de renouvellement du label. Voilà, donc la convention de mutualisation, suite aux différents échanges qu'on a pu avoir, les uns et les autres avec la coordination nationale, nous avons souhaité apporter ou des précisions ou quelques ajouts à la marge. Nous avons précisé, notamment, concernant les parties prenantes à la convention de mutualisation, que lorsqu'il y a un changement d'établissement chef de file, il fallait, passer une nouvelle convention de mutualisation avec l'ensemble des établissements constitutifs de la cité éducative et qu'il fallait transmettre cette convention à la coordination nationale. Jusqu'alors, nous avions, été assez souples en proposant des avenants, mais, la direction des affaires financières nous a quelque peu rappelés à l'ordre et il s'agira bien de passer une nouvelle convention de mutualisation du fonds de la cité lorsqu'il y a changement du collège chef de file. Nous avons également apporté une petite précision quant à l'autorité de tutelle compétente qui peut être aussi la région. Je pense par exemple à la métropole de Lyon. Donc, ce n'est pas uniquement après avis du conseil départemental, mais il se peut qu'une autre collectivité puisse devoir donner son avis. Donc, petite précision que nous avons ajoutée. Nous avons également précisé que les lycées étaient partie prenante signataire donc de la convention de mutualisation. Dans l'objet 1 de la convention, nous avons précisé le terme constitutif de la cité éducative. Ce terme a été rappelé notamment dans la table des matières, dans la revue de projet. Donc, pour préciser ce terme, ce qu'on entend par établissement constitutifs, ce sont bien les établissements scolaires membres et associés de la cité éducative lorsque ces derniers sont signataires de la présente convention. Concernant le compte-rendu d'utilisation des moyens du fonds de la cité, nous avons là encore fait un ajout puisque il n'était pas notifié dans la première version que c'était un exercice annuel obligatoire pour chaque cité éducative. Et donc, il était important pour leurs donateurs aussi d'avoir cette précision pour les gestionnaires, notamment des collèges chefs de file. Concernant l'article 7, qui porte plus particulièrement sur la durée de la convention,
l'avenant à la convention cadre a parfois été comprise différemment selon les territoires. Et donc, nous avons précisé que la convention de mutualisation, dès qu'il y avait modification de la convention cadre, il devait être apporté un avenant à la présente convention. Donc, au moment de l'avenant, comme je le disais tout à l'heure, certains se sont trouvés bloqués pour la délégation des crédits du programme 230. Donc, il était important d'apporter cette petite précision. Rappeler en guise de conclusion que cette convention, ce fonds de mutualisation a bien été créé pour pouvoir permettre aux établissements du premier degré de bénéficier de ce fonds de 30 000 euros et que bien évidemment, cette enveloppe de 30 000 euros doit être soumise à validation de la Troïka pour pouvoir mettre en place des actions. Voilà, j'ai rapidement posé des questions, apporté les informations donc, qui concernent, dans un premier temps, les 126 cités labellisées, dont le renouvellement du label est prévu pour cette année. Et pour les autres cités éducatives, donc, elle sera annexée à la convention cadre. Voilà, je pense avoir tout dit en ce qui me concerne. Merci beaucoup, Célia. C'était un court point parce qu'on voulait pas trop s'éterniser en fait dans la note nous. Si c'est pour après de toute façon répéter sur vos questions, on s'est dit autant prendre les questions, ce sera plus pertinent. Enfin, on pourrait expliquer. Donc, ce qui fait que là, on va tout de suite passer au deuxième temps, qui va être donc la question de l'exécution financière en année civile des cités éducatives. Certaines cités éducatives sont donc, on va dire, parties avec une exécution financière, notamment en année scolaire. Ce qui pose problème parce que l'ensemble des budgets de l'État, quand même, sont en année civile. Et donc, nous, il y a une demande aujourd'hui ferme d'avoir des exécutions financières qui soient toutes ajustées sur l'année civile. Aujourd'hui, nous avons sollicité donc des collègues des territoires de façon à ce qu'ils viennent témoigner de la façon dont ils organisent cette, on va dire, forme de contrainte. On peut entendre que pour certains, ce soit identifié en tant que tel, et notamment pour gérer après des projets qui se déroulent quand même sur des années scolaires. Donc, à cet effet, on a des représentants des Bouches-du-Rhône et du Puy-de-Dôme. Je vais d'abord donner la parole à nos collègues des Bouches-du-Rhône. Donc, je vais accueillir Gwenaëlle Guédon, chef de département à la DELS des Bouches-du-Rhône, qui sera suivi ensuite par Monsieur Mera, qui est conseiller technique du recteur sur l'Académie d'Aix-Marseille. Gwenaëlle, je vous en prie. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être claire sur ce qui s'est fait et ce qui va ce qu'il va falloir faire sur les Bouches-du-Rhône. Puisque donc j'ai eu la chance d'initier les cités éducatives en 2019 sur les Bouches-du-Rhône. Donc effectivement, nous avons tout de suite fait des conventions et des arrêtés. Alors certes sur une exécution financière de l'année en cours, mais avec des dates de réalisation qui étaient sur des années scolaires. Donc, c'est ce qui se passe encore jusqu'à aujourd'hui, puisque, on va dire, 90% des actions, il y en a quelques-unes qui sont en année civile, mais la plupart ont des réalisations en année scolaire. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, et c'est reprendre notre appel à projet, hein, c'est retravailler un petit peu différemment, de façon à ce que, effectivement, la réalisation des actions, sauf cas exceptionnel, puisqu'il peut y avoir effectivement des demandes de report quand, pour des raisons très définies, l'action n'a pas pu être réalisée complètement ou correctement. Mais dans l'absolu, il va nous falloir cette année honorer ce que nous avions fait. Les partenaires que ce soit des associations ou des structures, des collectivités, ou c'est tout ce qu'on a, qui ont fait des actions en année scolaire, ne pourront pas prétendre au départ, hein, jusqu'en juin ou juillet, jusqu'à la fin de la réalisation, à une continuité d'action jusqu'en décembre. Il faudra qu'on fasse des conventions ou des arrêtés, plus vraisemblablement, de septembre à décembre. Et après, l'année prochaine, on sera sur une réalisation en année civile. Et du coup, il n'y aura pas de souci, puisque du coup, on sera sur de la réalisation année civile. Voilà. Donc, ça change un petit peu notre façon de fonctionner.
Et ça peut apporter, je pense, une plus-value sur le fait qu'on va travailler sur une année éducative et non plus sur des années scolaires qui suivaient souvent le rythme des établissements scolaires. Donc là, on va pouvoir travailler un petit peu différemment et nos collègues, Monsieur Boëlé va en parler après avec mon collègue de la dette, mais c'est déjà ce qui se fait sur d'autres territoires et ça se passe très bien. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut repenser un petit peu les budgets. Et donc, ça voudra dire que, je vois la question sur le chat, ça veut dire que les actions qui sont aujourd'hui faites, si elles doivent être renouvelées, ne pourront pas être renouvelées sur un an, mais elles seront renouvelées sur 4 mois. Et ça veut dire que le reste des crédits, nous allons les flécher sur des actions différentes à partir du 1er janvier 2024. Voilà, avec une réalisation qui commencera un peu plus tard, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, je pense que je ne sais pas si j'ai été claire. Merci beaucoup, Pédel. Moi, ça m'a semblé clair, mais je ne doute pas que nos collègues dans le chat nous signaleront s'ils ont besoin de nouvelles explications. Merci beaucoup en tout cas. Monsieur Méral, je vous propose de nous rejoindre. Je ne sais pas si c'est bon. Oui. Bonjour à tous, donc Fabien Méral, je suis proviseur des cités éducatives pour toute l'Académie d'Aix-Marseille. Donc j'ai pris mon poste en septembre, je connais bien le dispositif. Donc sur Aix-Marseille, l'expérience qui a été faite par un certain nombre de cités, puisqu'il y a eu les 3 vagues, pour un grand nombre, et c'est ce qu'on leur a demandé du coup de le généraliser cette année sur les fonds de la cité, donc sur le BOP 230, c'est compte tenu de la notification des crédits sur le 230 qui n'arrivent pas au 1er janvier, ça arrive toujours mi-février, comme sur d'autres dispositifs par analogie, je vous citerai par exemple l'école ouverte ou autre, de dépenser les crédits de l'année civile à hauteur à peu près de la moitié et de garder sur à peu près la moitié, c'est-à-dire 15 000 euros, sur le premier semestre de l'année suivante pour pouvoir fonctionner dès le 1er janvier. Parce que sinon, c'était compliqué. Donc là, il faut qu'ils épurent les crédits. Ils ont tous des reliquats pour la plupart sur les fonds de la cité, qu'ils épurent leurs crédits d'ici le 30 juin pour commencer à utiliser les crédits de l'année civile à partir de début juillet. Voilà. C'est pour être dans le pratico-pratique. Ça se faisait sur un certain nombre de cités éducatives et on trouve cela pertinent. Ça ne pose pas de problème au niveau budgétaire, au niveau des agences comptables, et ça permet de pouvoir fonctionner dès début janvier. Parce que la problématique, c'était celle-ci. C'est que les notifications et les agents comptables ne pouvaient lancer des actions que mi-février. C'était toute la difficulté. Voilà, je souhaitais aussi rappeler le principe qu'a dit Saïda Abelaïd sur la nécessité de la collégialité dans la décision des dépenses des crédits. Voilà, ça c'est important, qu'on fonctionne bien en troïka ou pour nous, pour Aix-Marseille, pour la ville de Marseille en quatuor. Même si c'est que des crédits d'État, c'est important de le rappeler parce que peut avoir des difficultés localement, voilà, pour arriver à trouver ce consensus-là. Voilà, à peu près sur notre mode de fonctionnement et sur ce qu'on essaye de faire au mieux par rapport aux impératifs budgétaires. Merci beaucoup, Monsieur Méral. Je précise donc que c'était vous on parlait bien là des crédits du fonds de la cité éducative. Je me dis que Oui. au début, je vous ai pas introduit tout à fait correctement. Là, on était, voilà, Madame Guédon. Voilà, Madame Guédon parlait bien en fait des crédits issus du 147 dans les préfectures et Monsieur Méral sur le fonds du collège chef de file. Voilà, peut-être juste pour recontextualiser voilà, pas contradictoire. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais maintenant donner la parole à nos collègues du Puy-de-Dôme. Tout d'abord à Monsieur Bondou, qui est chef de bureau politique de la ville à la préfecture, et ensuite à Monsieur Boëlet, qui est chef de projet, coordinateur des cités éducatives sur Clermont-Ferrand. Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien? Donc, pour ma part, je témoignerai de notre expérience assez modeste, mais intéressante pour le Puy-de-Dôme, puisqu'on a eu une cité éducative labellisée
dans le cadre de la deuxième vague, donc au 1er septembre 2021. J'ai eu la chance, en tant que gestionnaire du P147, de pouvoir m'appuyer sur une délégation à une structure juridique comptabilité publique, c'est-à-dire une caisse des écoles, qui me permet, depuis le début, d'avoir à faire, entre guillemets, que 2 actes administratifs, c'est-à-dire un pour cette caisse des écoles et un pour le collège chef de file en début d'année, avec une stratégie un peu prioritaire de délégation à la cité éducative à réception de notre enveloppe de crédit du P147. Et cette façon de faire, en fait, elle résultait aussi un peu d'un héritage qui existe toujours, lié au programme de réussite éducative, qui s'appuyait lui aussi sur cette caisse des écoles, qui permet d'avoir, en tout cas au niveau de l'État, ce confort. Après, malgré tout, ce n'est pas parce que je me permets de déléguer assez rapidement mes fonds à ces 2 bénéficiaires que je ne relâche pas du tout ma vigilance et mon bon partenariat au quotidien, puisque après, je demande à la Caisse des écoles, via Monsieur Boilet, qui témoignera à ma suite, la transmission de tous les actes qui sont adressés par la suite aux porteurs de projet. Et puis, bien entendu, je suis étroitement associé au processus décisionnaire, en mode quatuor aussi, puisqu'on a le conseil départemental qui abonde les crédits de la cité éducative. Donc, ce qui permet, depuis le début, d'avoir un fonctionnement en année civile avec une pédagogie qui a été un peu nécessaire vis-à-vis des porteurs de projets dès 2021, puisque effectivement, comme on dit depuis le début, les actions, en raison naturellement du calendrier un peu scolaire de nos enfants et élèves des quartiers, on a une exécution d'actions bien souvent qui est à cheval sur 2 années, mais on a fait preuve de pédagogie dès le début en disant aux porteurs de budgéter leurs actions vraiment en année civile et de prévoir toujours un petit peu de fonds de roulement en tout début d'année, le temps que nous, effectivement, au niveau de l'État, on puisse déléguer en priorité nos crédits pour que la caisse des écoles puisse honorer assez rapidement et débloquer les fonds. Après, je laisserai utilement Monsieur Boyer, chef de projet à la cité éducative pour la ville de Clermont-Ferrand, illustrer de façon un peu plus opérationnelle côté terrain et porteur de projet ce que je viens de présenter. Merci beaucoup, Monsieur Bondou. Monsieur Boilet, je vous invite à prendre la suite. Vous voulez... Hop, alors, attendez, parce qu'on ne vous entend pas. Je sais pas si vous... Alors, attendez, il y a un problème, on ne vous entend pas. Ah si, ça doit être bon. Voilà, là, ça doit être très Super. bon. Donc, dire aussi que cette organisation décrite succinctement par Romain Bondou permet aussi au service de la préfecture d'être très présent dans tout, je dirais, le développement de la cité éducative et donc de s'attacher évidemment, parce que plus de temps, plus de disponibilité, au développement des politiques publiques et à la cohérence d'ailleurs de la cité éducative avec l'ensemble des politiques publiques, des contractualisations qui sont menées sur le territoire, sur son territoire. Donc évidemment, c'est gagnant, gagnant. À vrai dire, d'ailleurs, juste un point pour tous les opérateurs, quel que soit le montant, quelques milliers d'euros jusqu'à évidemment plus de 23 000, mais il y a des conventions très précises qui sont signées avec la Caisse des écoles agissant pour le compte du quatuor de la cité éducative. Ça n'est pas rien parce que ça fixe les choses et ça fixe les temporalités et ça permet un véritable suivi de l'action. La difficulté, elle vient plutôt, d'ailleurs, comme je l'entendais d'ailleurs un peu du côté de Fabien Méral, elle vient évidemment du fonds de dotation, du fonds de la cité éducative, qui est géré par le collège chef de file et son service gestionnaire. Nous n'avons pas et nous n'acceptons pas les reliquats. Voilà. Et pourquoi? Parce que nous voulons passer réellement en année civile sur l'ensemble des fonds dédiés à la cité éducative.
mais en construisant en même temps des outils qui permettent aux enseignants et aux directeurs d'école, notamment eux qui n'ont que très peu de décharge horaire, d'être justement déchargés, si j'ose dire, de tout le fond administratif, financier du projet. Nous avançons in itinéré, nous n'avons pas commencé par agir ainsi, mais pour autant, nous sommes en train aujourd'hui d'y parvenir en ayant d'ailleurs construit un outil pour ce faire, un outil qui est présenté, qui sera présenté par le collège chef de file devant le quatuor et qui aura été établi par le porteur, par le chef de projet, avec évidemment le directeur, les équipes pédagogiques principales et proviseurs du territoire, notamment les lycées associés. Alors, c'est un document très simple hein, qui reprend d'abord l'ensemble du nom du directeur, de l'enseignant en charge du projet, mais également qui permet aussi de poser un certain nombre de questions, comme la question des labels. Est-ce que le projet s'inscrit, par exemple, dans une démarche d'obtention ou de renouvellement d'un label, qui permet de poser en fait un certain nombre de questions qui vont dans le sens de la démarche de la cité éducative et qui infusent en quelque sorte tout au long de ce formulaire cette démarche à la fois holistique sur le territoire, de la classe au territoire, du territoire à la classe, etc. Donc, y compris la question, tout à l'heure rappelée par Suzy Chevet, dans les modifications, dans les modalités d'exécution financière, sur ce projet fait-il appel à des prestations d'ingénierie spécifiques, y compris repose la question de l'évaluation, peut poser aussi la question de l'aide à l'évaluation. Sur la question, je dirais, purement comptable ensuite, sur la question purement comptable, je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Si, voilà. Donc, ça nous permet aussi de poser la question de la participation des parents dès le début du projet. Combien de parents impliqués, dont des parents élus dans les différents conseils, et aussi la mise en œuvre pour impliquer les parents dès la construction du projet. Donc, ça permet aussi, dans ce dialogue permanent entre le chef de projet et les directeurs d'école, non pas sur la question pédagogique, mais de l'organisation générale des projets d'école, d'établissement, en fait, de poser des questions qui infusent l'esprit, la démarche expérimentale de la cité éducative. Ouais, Après, le chef de projet, il établit avec le directeur d'école le budget prévisionnel sur 2024. il y a de l'écho. Puis, pardon, puis après, il établit avec le directeur d'école le budget prévisionnel sur 2025. Pourquoi il le sait généralement, le directeur d'école, pourquoi on peut travailler avec lui, c'est qu'il a demandé des devis, puisque les gestionnaires des collèges chefs de file, ils ne reversent la dotation que sur présentation de factures, service fait. Donc, il y a une temporalité de l'action, on sait très bien ce que ça coûtera en 2024 et en 2025, il suffit juste de bien le notifier. Ce qui permet également d'avoir le budget prévisionnel global du projet 2024-2025, si on prend les 2 années qui viennent. Puis ensuite, on établit un calendrier de présentation des factures, parce que ce qui est important pour le collège chef de file et le collège gestionnaire, c'est d'avoir une réelle visibilité de la présentation des factures. Donc, eh bien, à partir du 1er septembre 2024, on a un tableau qui permet d'indiquer à la fois les prestataires, les fournisseurs, la nature et le montant qui correspond évidemment au devis initial donné à l'enseignant qui veut son projet. Nous reproduisons évidemment la même chose sur la même fiche pour l'année 2025. Comme ça, le gestionnaire sait très exactement ce qui sera imputé bien à l'avance sur le budget, sur le fond de la cité éducative qu'il a, lui, à gérer. Donc, il sait quand est-ce que les factures vont arriver, c'est très important. Il a, je dirais, tous les renseignements nécessaires à une parfaite visibilité. Voilà en quelque sorte la façon dont nous agissons, ce qui permet à l'enseignant, lui, et au porteur de projet, de n'être plus que sur la partie pédagogique. Au fond, même, on a amélioré, je dirais, puisque le système d'avant, où il avait quand même à remplir des CERFA qui ne correspondaient absolument pas, puisque c'était des CERFA subventions aux associations, la plupart des questions qui étaient demandées ne correspondaient absolument pas à ce que est une école, un établissement. Donc, on a transformé le formulaire, puisque ce n'est pas
ce n'est jamais une subvention, ce n'est jamais que le règlement par le collège, par le gestionnaire du collège chef de file, des différentes factures sur services faits qui sont présentées dans le cadre du projet. Voilà comment nous avons conçu tout cela. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de poser toutes les questions qui ont à voir avec la démarche éducative. On a parlé de l'ingénierie, mais on aurait aussi pu parler de l'année olympique, de la participation des parents, etc. Ce qui fait que même si la réponse est parfois non, la question a été posée, et le seul fait de poser la question, c'est déjà y répondre. Donc, quelque part, ce formulaire simple, très simple, mais qui demande un accompagnement très fort du chef de projet, qui demande un dialogue, notamment sur les questions financières et administratives. Voilà, ça demande aussi, ça lui permet au chef de projet aussi d'être dans l'économie générale, au plus près des écoles, des établissements, de ce qui s'y passe. Et puis la deuxième des choses, ça lui demande aussi de s'interdire, bien évidemment, d'intervenir sur la partie pédagogique. Et ainsi, donc, l'enseignant est à la fois rassuré, il est même en quelque sorte libéré, et le projet, lui, rentre tranquillement, sereinement en année civile, sans reliquat, au mois de décembre. Une question, et juste avant que peut-être vous me la posiez, oui, la seule difficulté repérée et repérable, c'est évidemment sur ce que serait la présentation des factures dans l'exercice 2025. Si je prends 2024-2025 comme exemple, eh bien oui, nous indiquons dès le départ qu'il est recommandé, qu'il est même demandé à ce qu'il n'y ait pas de facture qui puisse arriver avant la fin du mois de février, de façon à ce que les 30 000 euros puissent arriver. Et alors là, je vois Fabien Méal, mais ça ne pose pas de problème, parce que c'est sur service fait. Donc, si l'on m'explique que vraiment une intervention qui aurait eu lieu au mois de janvier, dans la plupart des cas, qui quand même se déroule sur plusieurs heures, voire même sur plusieurs jours, ne peut pas être payée au mois de mars, alors je rappelle que les règles de comptabilité publique, c'est quand même que généralement, on règle les factures, qu'il y a un délai entre le moment où la facture arrive et le moment où effectivement le montant arrive sur le compte du prestataire ou du fournisseur. Donc en fait, il n'y a pas de souci. Le prestataire, le fournisseur le sait. Il se prépare lui-même à ce que ses interventions ou les dépenses qu'il a pu effectuer au mois de janvier, eh bien, seront réglées au mois de mars. Et s'il y a des difficultés, alors à ce moment-là, la collectivité, la caisse des écoles peut à un moment donné avancer l'argent sur son exercice 2025, on trouvera toujours une solution. Mais franchement, ces difficultés, après en avoir parlé avec l'ensemble des directeurs d'école, elle n'arrivera que très peu. Voilà. Je vous Merci remercie. beaucoup, Monsieur Ouellet, pour votre intervention. Merci à tous les quatre, d'ailleurs. Je vais donc en priorité là adresser la question de l'année civile dans l'exécution financière. Et puis après, je reviendrai sur toutes les questions depuis le début dans le chat, ne vous inquiétez pas. Sur tout d'abord, Monsieur Boelet qui a parlé d'un outil qu'ils ont construit. Ce qu'on vous propose là-dessus, c'est d'avoir un temps spécifique pour les personnes que ça intéresse. Monsieur Boelet présentera en visio l'outil vraiment de façon détaillée. Parce qu'effectivement, il nous l'a présenté avant, c'est très intéressant, mais on s'est dit que si on le mettait là à l'écran, on y passait 1 heure déjà sur le sujet. Donc, on s'est dit qu'on en parlait, mais que pour les personnes intéressées, on vous invite à mettre votre adresse mail dans le chat. On va la récupérer et on va organiser un petit temps avec Monsieur Boelet pour qu'il vous présente vraiment en visu son outil, comment il l'a créé, et pour avoir un temps d'échange dessus. À savoir que cet outil est utile pour le fond de la cité. C'est bien sur le fond de la cité dont on parle. Néanmoins, ça ne veut pas dire que certaines personnes ne peuvent être intéressées par notamment ce document, en fait, pour éventuellement travailler leur programmation quotidienne. Hein. On sait que vous avez tous des systèmes de fiches actions à un moment qui reviennent. Là, il y a des choses un peu qui s'en approchent, donc ça peut être intéressant. Par exemple, je pense aux chefs de projet opérationnel, aux coordinateurs, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre toutes vos adresses dans le chat, on récupérera tout, il n'y a pas de souci, on va monter le temps. Ensuite, sur la question de l'année scolaire, mon premier retour va être pour Gwenelle. Alors, pardon, il faut que je remonte dans le chat, il y avait une question qui vous était adressée pour confirmer. Excusez-moi, je reprends, on va commencer.
Voilà. Madame Guédon, cela signifie-t-il que le budget 2024 sera fléché sur seulement 4 mois, septembre, octobre, novembre et décembre 2024? Alors, De la part de Madame oui, Rivière. oui et non. Oui, s'il y a des actions en reconduction, puisqu'elles ont eu des périodes d'exécution qui vont, admettons, jusqu'en juin 2024. Donc, ces actions, si tant est qu'elles soient reconduites, elles ne pourront pas être reconduites avant la fin de l'exécution de la première convention ou du premier arrêté. Donc, effectivement, pour des actions qui seraient en reconduction, on aura une convention pour 4 ou 5 mois en fonction de la fin de la première. Ça ne veut pas dire que des nouvelles actions qui sont d'ores et déjà travaillées, parce que les cités éducatives, c'est une vraie fourmilière, elles peuvent être financées à partir de maintenant déjà. Voilà, donc ça va dépendre de si ce sont des nouvelles actions ou si ce sont des actions anciennes, récurrentes, qui ont donc des dates d'exécution en année scolaire pour 23-24. Donc Madame Rivière s'interroge également parce que s'il n'y a pas un risque de gap de mise en route entre les actions sur le 1er janvier et la délégation effective en 2025. Mais après, ça, j'ai envie de dire, c'est aussi pour le contrat de ville en général. Enfin, c'est pas spécifique à... Exactement, et c'est comme M. Boélé vient de le dire, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours un petit temps, et que ce soit en année civile ou en année scolaire, c'est pareil. D'où, par exemple, cette année, la première délégation de 20% globale sur le BOP 147 en janvier et après l'arrivée complète des crédits en mars. Oui, mais enfin, moi, nous, en dette, on a effectivement eu 20%, mais les logiciels de paiement ne sont pas actifs. Donc, même si le logiciel, même si on avait l'argent, on va dire, là, on peut pas enfin, on l'a, mais on peut pas l'utiliser de toute façon. Donc, on ne peut pas payer avant, à mon avis, début mars. Ensuite, alors, de Madame, Monsieur, pardon, Talaga, je ne suis pas sûre. Bonjour, de façon concrète, une école avec un projet coproduit avec les acteurs du territoire, forcément en année scolaire pour eux, 2 budgets en année civile ou 2 projets plutôt? Alors non, je ne sais pas si concrètement, de la même façon que c'est vrai qu'on a des difficultés moindres, parce qu'y compris sur le fonds qui est géré par la Caisse des écoles, nous on est plutôt sur des projets structurants du territoire, donc des parcours éducatifs de santé qui se construisent à l'échelle du territoire. Donc, par exemple, donc on n'est pas dans une multitude de petites actions. En revanche, sur les actions des écoles, eh bien non, je dirais qu'il y a un formulaire. Comme ce n'est pas une demande de subvention, l'école, elle ne fait pas une demande de subvention. Elle demande en quelque sorte un droit de tirage, je ne sais pas le mot exact que l'on pourrait utiliser, au collège chef de file, puisqu'elle ne perçoit pas de subvention. Donc elle demande le règlement des factures qui ont trait. Donc en fait, c'est un seul projet, rempli le fonds de la cité, où elle demande sur 2 années, 2 années, 2 exercices budgétaires un droit de tirage de, je ne sais, 4 000 euros. Alors, elle aura peut-être 2 000 euros en 2024 et puis 2 000 euros en 2025. Mais tout cela dépend évidemment du rythme de facturation qu'elle va mettre en œuvre avec ses prestataires et donc de la temporalité de l'action. Mais ça n'est jamais qu'un projet, puisque les projets d'école, eux, ils vont sur le fond ils sont soumis, ils vont sur le fond de la cité éducative. La dotation est la plus importante, allant sur des projets structurants qui sont à l'échelle du territoire et qui sont sous forme de subventions. Et puis, évidemment, de l'autre côté, on travaille bien sur ce qui relève du DRE, sur ce qui relève du fonds de la cité éducative, sur ce qui relève du fonds de la dotation générale, et surtout en essayant dès maintenant de mettre en œuvre des crédits de droit commun. Parce que le but de l'opération, qui nous avait été indiqué très fortement par M. Berthoumieux, qui nous écoute peut-être, et M. Tesson, que l'on peut saluer à distance et qui est loin, c'était que un jour ou l'autre, les crédits s'arrêteraient, que c'était pas comme le dispositif de réussite éducative ou les contrats de ville, qu'il n'y avait pas de récurrence. Et on l'a bien vu notamment au moment de la labellisation. Donc on est rentré dans cette démarche-là et le mieux c'est de s'y mettre. Pour les écoles, au fond, dans notre fonds de la cité éducative, il y a un seul projet
pour l'enseignant, il est dans l'année scolaire, mais en revanche, dans la gestion administrative et financière, on est bien dans l'année civile, ce qui dégage d'ailleurs l'enseignant de toutes ces problématiques-là. Enfin, je crois que lui en est ravi. Hein. Ceux à qui on a présenté le formulaire, dont on en a parlé, ils sont soulagés. Voilà. Mais Ça l'enseignant, vaut. lui reste dans son année scolaire, mais en revanche, le traitement est mouliné en année civile et sans que l'enseignant n'ait à rencontrer la moindre difficulté, En puisqu'il en sachant est qu'on parle libéré. bien du fonds de la cité, hein, attention Ça, là. c'est le Monsieur fonds de la Goël cité, parle tout du à fonds de fait. la cité et Madame Guédon parle des crédits, l'ensemble des crédits cités éducatives. Je reprécise à chaque fois, pardon, parce que Oui, 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 tout à fait. Tout voilà. à fait. Alors, le reste, comme l'a dit M. Bondou, nous sommes en annualisation, mais c'est d'autant plus simple que nous sommes sur des projets structurants du territoire qui concernent, je dirais, le plus grand nombre d'écoles, d'établissements, etc. Donc, on mène des actions, quelquefois un lycée porteur du projet, ça peut être un lycée, quelquefois ça peut être l'Institut des métiers, mais ça concerne un grand nombre de jeunes. Voilà. On n'est pas dans des projets de classe ou des projets d'école, en fait. Excusez-moi, il y aurait un petit point peut-être à repréciser parce que je ne l'ai pas dit dans mon intervention, et c'est dans la note qui est parue, c'est l'utilisation de reliquats sur le programme 147 pour les fonds de la cité, sur le 230. Donc là, dans la note qui est parue, on laisse cette possibilité-là, mais on la limite, il me semble, de mémoire à 15 000 euros. Et c'est important, ça, parce que si vous voulez, il y a un certain nombre de cités qui utilisent les fonds de la cité pour, lorsqu'il y a un projet qui est sur un appel à projet financé sur l'appel à projet sur le 147, quelquefois, sur un projet, on a fixé un certain nombre d'usagers, un certain nombre d'élèves, et puis il y a un besoin supplémentaire qui arrive au cours de l'année, où il y a des inscriptions supplémentaires d'élèves. Voilà. Et pour pouvoir s'adapter aux besoins du terrain, ça demande un financement supplémentaire qu'on ne peut pas faire sur un appel à projet. Mais un certain nombre de cités éducatives utilisaient ce reliquat qui était à l'origine issu du programme 147 dans le cadre qu'ils ont récupéré sur le fonds de la cité pour pouvoir financer ces actions ponctuellement. Voilà. Juste rappeler que c'est possible, mais que c'est limité sur un montant de 15 000 euros, de ce que j'ai vu sur la note. Bon, je ne sais pas, nous, on est sur le pas de reliquat possible, parce que on voit bien que dans l'utilisation des reliquats, on en a eu. Ça devient ensuite très compliqué. Dans l'utilisation des reliquats, ça fait des années qui sont surdotées, des années qui sont sous-dotées. Franchement, ça établit des dysfonctionnements. Les reliquats établissent de réels dysfonctionnements, y compris dans la mécanique de projet des écoles et du collège. Moi, je ne sais pas s'il est autorisé ou s'il va l'être. Mais au départ, l'idée était quand même qu'il n'y ait pas de reliquat autorisé. C'était l'idée qui nous avait été donnée, en tout cas. Sur la question des reliquats, il faut avoir en tête effectivement sur le 147, ce n'est pas interdit de faire des reliquats. Mais globalement, on n'est absolument pas favorable aux reliquats. On considère que c'est une pratique vraiment à limiter au maximum. Et par ailleurs, ensuite, il faut avoir aussi également dans le visu que les préfectures ont également leurs propres pratiques, voilà, dans le respect des règles nationales. Donc, on peut aussi avoir voilà, un système dans lequel va y avoir des limites qui vont être imposées, parfois un petit peu plus strictes en fonction d'un territoire, tout dans le respect des règles générales, hein, j'entends bien. Voilà. Peut-être, Gwenaëlle, je ne sais pas si vous vouliez ou pas réagir. Oui, moi, plutôt juste finir sur le fond de la cité. L'idée, c'est quand même d'être facilitateur et de ne pas complexifier les choses. Donc, laissons, j'ai envie de dire, aux territoires et aux acteurs veiller à l'utilisation des crédits avec ce que nous rappelons la logique de rendre compte en année civile. Hein, je pense que c'est bien ça le sujet aujourd'hui. L'autonomie des établissements et je pense que les gestionnaires ont toute une mécanique aussi pour pouvoir s'organiser avec la Troïka pour répondre au mieux aux projets qui arrivent. En tout cas, on l'espère et c'est l'esprit, c'est de dire qu'on laisse quand même cette liberté, la démarche des cités éducatives. Il ne faudrait pas non plus qu'à contrario, on soit trop, on aille plutôt vers un carcan. Le reliquat, c'est une pratique qui existe et qui existera toujours et dont on est bien content administrativement dont on puisse bénéficier sur des sommes aussi petites qu'un fonds de 30 000 euros.
Donc, j'ai envie de dire, voilà, faisons confiance et je pense que petit à petit, on va réussir à sortir par le haut sur cette logique d'année civile et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible puisque la comptabilité publique de l'État, c'est en année civile. Et pour le fonds de la Cité, je le redis, faisons confiance aux personnes qui gèrent ce fonds. Comme dirait Frédéric Bourtoumieux, je vais citer Frédéric, si on a réussi l'imposition à la source dans les salaires, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à passer en année civile pour tout le monde. Je vais terminer avec un dernier sur la question du passage de l'année civile, de scolaire à civile. Je vais terminer avec une dernière question qui peut-être va mettre en avant. Je vais essayer, d'apporter une réponse, notamment de Monsieur ou Madame Boutrel. Je suis désolée, j'ai un doute. Nos actions de janvier 2024 à juin 2024 sont financées par le 147 de 2023. Pour un retour en année civile, cela veut-il dire que de septembre 2024 à décembre 2024, il faut dépenser la totalité du montant 2024 attribué à la cité éducative? Je pense que là, sur ce point-là, à mon avis, il y a vraiment effectivement, le principal enjeu, à mon avis, se fait peut-être ici. Parce que sur le principe, oui, les crédits devraient être engagés sur cette période. Là, je pense que, Gwenam, notamment de votre expérience, c'est que vous avez en fait une anticipation calendaire très important de l'organisation, pas forcément de tous les projets, mais de l'organisation et du fonctionnement ensuite de l'exécution des crédits, qui va permettre, voilà, aussi de transformer, si je ne me trompe pas, C'est ça. En fait, dans votre modèle. ça va changer. Effectivement, dans notre modèle, ça va vraiment changer notre façon de fonctionner. Mais là, pour pouvoir revenir sur une année civile, cette année, pour l'année 2024, on va être obligé de faire du deux temps. C'est-à-dire il va falloir que les équipes territoriales, les troïkas, enfin, ou les quatuors pour ce qui concerne Marseille, en ce qui nous concerne, il va falloir anticiper en se disant, voilà, tout le travail qu'on avait déjà mené et ils le mènent au quotidien. Donc, je ne vois pas, on va dire, je pense qu'il n'y aura pas de grosses difficultés, mais c'est de savoir quelles sont les actions qui sont des actions, on va dire, avec une expérimentation un peu plus longue et qui vont devoir bénéficier d'une prolongation. Donc, ils avaient une convention qui allait jusqu'en juin ou juillet 2024. On fera une autre convention pour les 5-6 mois qui restent pour 2024 et après, il y aura un fonctionnement en année civile à partir de 2025 sans aucune coupure, on va dire. Et ça veut dire que les crédits qui ne dépendraient pas d'un renouvellement, il va falloir faire comme on aurait fait pour septembre-juin, on va faire maintenant jusqu'en année civile, puisque du coup, on va pouvoir partir avec de nouveaux projets sur de l'année civile. En fait, il n'y a pas besoin d'outils particuliers, si ce n'est d'un mécanisme différent de pensée, puisque du coup, il va falloir qu'on rationalise les projets en renouvellement et qu'on finance en année civile les nouveaux projets. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Je vous remercie. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là sur la question, comme on s'était promis, de l'exécution des crédits sur la question de l'année civile, juste dans la mesure où je vais repartir du début du chat pour essayer de rebalayer un maximum des questions qui ont été posées. Donc, je vais tout de suite remercier donc Madame Guédon, Monsieur Méral, Monsieur Bondou et Monsieur Bollet pour leur participation. Nous allons donc organiser un temps avec Monsieur Bollet pour qu'il vous présente son outil. On a bien pris dans le chat, j'ai bien vu toutes les adresses. Et comme je disais, on va avoir également une FAQ écrite qui va être publiée prochainement, en plus du replay de ce webinaire, dans laquelle, pareil, on va essayer de réalimenter aussi sur cette question du passage de l'année civile, scolaire à l'année civile. Donc, je vous remercie beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Et donc, je repars du tout début du chat, donc je vais rebalayer ça, voilà, par souci d'équité. Donc, de combien sera l'avance évoquée sur les délégations de crédit pour l'année 2024? Il n'y a pas de montant indiqué a priori, par exemple de 20%. Pour l'instant, ce sera soit notifié dans le courrier, on va dire ministre officiel là, de renouvellement, soit sinon c'est en fonction de si vous êtes labellisé, ça peut être ça, j'avais rappelé sur les cités 2021, ce sera ce qui était prévu d'être versé, labellisé en 2021, ce qui sera prévu d'être versé sur le début 2024. Et pour les 2022, pareil, il y aura un prorata. Pardon. Quand saurons-nous si les cités sont relabellisées? Dès que nous aurons un ministre ou une ministre.
Désolée, nous aussi, on aimerait beaucoup pouvoir vous répondre de façon plus concrète que ça. C'est extrêmement frustrant. Et pareil pour, dans ces cas-là, l'AMI, enfin, la généralisation, c'est la même chose. Tout est prêt, entre guillemets. On a besoin d'une décision politique là-dessus. Donc, je m'en excuse. Je n'ai pas de réponse, malheureusement. Là, tout à fait. Alors, ça, oui, je l'avais évoqué. L'avance perçue du 147 en janvier n'est pas que pour les cités éducatives. C'est l'ensemble de la politique de la ville. On a versé un montant de 20% de la dotation prévue, de façon à éviter une rupture aussi, voilà, sur les programmations. Mais les dotations complètes sur la politique de la ville seront versées à partir de courant mars, pas avant. Que ce soit d'ailleurs pour les cités éducatives, pour le contrat de ville, enfin, tout. Des postes spécifiquement recrutés pour les cités éducatives sont-ils autorisés? Dans les financements, alors ça dépend tout d'abord de la question du financement ou du cofinancement. Et ensuite, il n'est pas exclu le cofinancement de postes. Néanmoins, celui-ci est limité. Par exemple, dans les exemples qu'on a mis, il y a la question des ATSEM qui ne relèvent pas des cités éducatives, qui relèvent notamment des collectivités. Il y a la question aussi des médiateurs. Typiquement, ça, il y a même une dotation spécifique quand même sur le sujet. Donc, on ne peut pas financer dans ce cadre-là. Néanmoins, on peut cofinancer par contre des postes divers et variés, mais j'entends bien des cofinancements. Les CPO 50... Alors ça, je suis pas sûre. Sur la répartition des subventions entre 30% et 70%. Alors donc, effectivement, dans les nouvelles règles, on veut répartir on veut orienter une partie des subventions sur l'ingénierie de façon systématique. Déjà, le montant entre 30% ou autre sera défini en fonction de la subvention. On ne va pas l'imposer tout de suite. Et ce sera dans la notification. Et des sujets comme la formation événementielle à destination des professionnels entrent bien dans l'ingénierie pour nous, ça. Si c'est bien à destination des professionnels de la cité éducative. Pour les conventions pluriannuelles triennales, enfin si c'est la convention cadre triennale dont on parle, les signataires de la convention sera la même que pour la première qui avait été signée. Mais ça, pareil, on vous remettra tous les éléments. Il y a donc la Troïka et puis éventuellement d'autres partenaires essentiels du territoire. Peut-être, Saïda, pendant que je parcours les questions, est-ce que peut-être sur le fond de la cité, tu souhaites éventuellement réagir, parce qu'il y en avait quelques-unes. Je regarde. Alors, je crois que j'ai répondu à certaines en direct. D'accord, super, merci. Saïda. Je crois, mais pas tout, hein, pas tout. Ok. Il y avait une question. Mettez-vous une limite au montant financé par le fonds de la cité? Est-ce que la personne qui... Enfin, une limite, dans quel sens une limite? Sachant que le fonds, il est doté de 30 000 euros à parité, 15 000 programme 147 et 15 230. Et on l'a vu dans la revue de projet parfois que parfois où l'éducation nationale venait donner des financements supplémentaires au-delà des 15 000. Idem pour le 147, c'est ce qu'on a vu dans les revues de projet antérieures. Il peut y avoir aussi d'autres cofinancements. La collectivité peut également apporter un financement supplémentaire. Est-ce que c'était ça la question? Ou dire est-ce qu'au titre du 230, on pouvait, plus que les 15 000 initiaux, ajouter un autre financement? Enfin, je ne sais pas, Suzy, tu comprends comment? Moi, je pense que c'est en lien avec le fait de est-ce qu'on peut abonder au-delà de 15 000 euros via le 147, le fonds de la cité éducative, qui est une question que j'ai vue qui est revenue beaucoup de fois. Donc, vous avez, ça n'a forcément pas échappé, une nouvelle limite. Sur le fonds de la cité éducative, celui-ci doit être abondé de 15 000 euros via le 147. C'est une obligation. Ce montant est inclus dans la subvention initiale. Néanmoins, aujourd'hui, il n'est plus possible de l'abonder au-delà de 15 000 euros. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de verser des crédits au collège chef de file pour qu'il puisse porter des actions. On parle bien juste là de l'abondement, on va dire, du fonds de la cité sans destination prédéfinie. Voilà, si vous avez un projet avec un collège, avec une école, enfin voilà, dans le réseau qui est abondé, vous pouvez l'abonder en dehors du fonds de la cité. C'est-à-dire que vous avez un projet avec une école, c'est fléché, vous avez le projet, vous pouvez tout à fait abonder là le fonds, enfin le collège chef de file, elle peut être porteur de projet. Mais c'est juste l'abondement, on va dire, au-delà de 15 000 euros de façon non fléchée qui n'est plus possible. Maintenant, les crédits en fait doivent être fléchés si c'est au-delà de 15 000 euros en quelque sorte avant de partir de la préfecture. Il est précisé que le cofinancement du territoire ne peut pas consister en valorisation de salaire.
Mais dans le document de candidature sur le renouvellement, il est précisé que ce cofinancement peut se faire sous forme de contribution RH, cofinancement de poste, valorisation. Alors attention, on a dit apportant une contribution réelle à la démarche aussi. La question du cofinancement via la valorisation de salaire, aujourd'hui, l'idée c'est de dire il n'est pas possible de valoriser la masse salariale d'une collectivité. Clairement, la limite, elle est ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des collectivités qui nous annoncent qu'elles vont valoriser 10% de leur masse salariale en tant que cofinancement au projet de la cité éducative. Ce n'est pas acceptable. C'est un fonctionnement de la collectivité, ça ne relève pas de la cité éducative. Il y a un moment où tout programme ou toute démarche dans laquelle on s'engage, va mobiliser des équipes. Voilà, enfin, je veux dire, sur l'ANRU, vous n'allez pas faire que financer également l'ensemble de la masse salariale. Donc, c'est cette limite notamment qu'on vient mettre. La cité éducative a vocation à financer le fonctionnement de la cité éducative sur les postes spécifiques. Donc, par contre, par exemple, si vous avez un poste, imaginons dans une direction, je ne sais pas quoi, éducation, petite enfance, peu importe, vie associative, qui est dédié à 50% à la cité éducative, dans le sens où cette personne est bien mobilisée sur son temps à 50%, sur la cité éducative, oui, on peut valoriser, bien entendu, ce cofinancement de poste, en tant que valorisation de salaire, par exemple. Mais sur l'ensemble de la direction petite enfance, considérer que, et l'assistante administrative, la secrétaire, et puis l'ensemble des chargés de mission, même ceux qui n'y sont pas, voilà, on va valoriser 10% de la masse, ça, c'est pas possible. Voilà, il y a un moment où on doit flécher ce qui vraiment est orienté sur la cité éducative dans les valorisations. Donc, j'espère que ça répond un peu à la question là-dessus. On reprécisera aussi au besoin. Le cofinancement d'adultes relais par le 147 est exclu. Alors, le cofinancement d'adultes relais sur la subvention cité éducative, attention. Aujourd'hui, sur la question des adultes relais, il y a quand même aussi des financements au national qui sont versés. Et donc, il n'y a pas de raison, voilà, non, il y a une mobilisation, comme on dit, du droit commun en premier. Concernant le financement d'actions qui se déroulent en 8-18, qu'en est-il des actions qui étaient financées par la cité éducative avant qu'apparaisse le 8-18 et qui concourent néanmoins à la mise en œuvre du 8-18? Cela pourrait mettre à mal des actions pérennes et efficientes, par exemple les petits déjeuners. Alors là-dessus, on va être très clair, les cités éducatives n'ont pas vocation à financer le 8-18, à compter de 2024. Il n'y a pas de remise en cause de l'existant, de ce qui a été fait, de ce qui est déjà programmé. On est très clair là-dessus. Par contre, le 8-18 bénéficie de dotations spécifiques au niveau de l'éducation nationale pour être mis en place. Les cités éducatives n'ont pas vocation à venir financer le 8-18. La démarche doit être travaillée ensemble, si elle est totalement intégrée dans la cité éducative, nous sommes tout à fait d'accord. Il n'y a pas de détricotage de l'existant à faire, il n'y a pas de remise en cause des partenariats initiaux, c'est juste que à partir du moment où vous allez notamment développer des actions nouvelles, le renforcer, etc., il y a déjà des moyens qui sont prévus autre part que sur les crédits de la cité éducative. C'est ça qu'il faut entendre. Donc, il n'y a pas de remise en cause, je précise, de l'existant. Et les crédits, pour compléter ce que vient de dire Suzy, les crédits les modalités de crédit pour le financement du 8-18 seront précisées prochainement. Donc pour l'instant, ça sera des crédits éducation nationale, en partie également 230, mais nous n'avons pas pour l'instant les modalités et de délégation et le ciblage en termes de programme de l'éducation nationale. Et là-dessus, vous pouvez compter, bien entendu, sur la coordination NCT-DGESCO pour aussi, au travers des cités éducatives, dès que côté DGESCO, ils auront les modalités, etc., pour faire les relais nécessaires pour être sûr que l'information arrive le plus rapidement possible, dans de bonnes conditions. Le lien avec un référent famille. Alors, quel est le lien avec le PRE? Est-il possible de cofinancer un référent famille PRE par la cité éducative? Alors, à cette réponse sur la question d'un cofinancement dans le cadre d'un dispositif existant, la cité éducative n'a pas vocation à remplacer les financements de droit commun. Je le répéterai jusqu'au bout. Donc, le PRE est un dispositif déjà très largement financé par l'État, voire exclusivement encore sur un certain nombre de territoires. La cité éducative peut éventuellement venir faire un effet levier. Elle ne peut pas financer le fonctionnement récurrent d'un PRE. Je m'explique. Par exemple, on a des PRE sur lesquels il a été typiquement projeté de vouloir étendre le PRE. Donc, c'est dans le cadre de la cité éducative, il y a un projet à porter, etc. On a besoin d'étendre le PRE. Je prends un exemple, imaginons dans ces cas-là, on a pu financer une étude dans le cadre de la cité éducative pour anticiper cette extension, de dire on est vraiment dans cette démarche globalisante. Mais la cité éducative, d'ailleurs, ne finançait pas le PRE. Il y a bien une suite de dossiers qui a été déposée sur le PRE. Sur la question des postes, il n'y a pas de postes de cordeau qui peuvent être financés, il n'y a pas de poste de référent
PRE qui peuvent être financés sur la cité éducative. Néanmoins, dans l'effet levier, on peut imaginer, par exemple, qu'on se dise, est-ce qu'un référent famille serait pertinent? Et la cité éducative, là, va jouer son rôle d'espace innovant, c'est-à-dire on va tester le financement d'un poste spécifique pendant 1 à 2 ans, voir si cela a un impact et permet de changer, mais derrière, le financement ne pourra pas dépendre à terme de la cité éducative sur ce poste. Donc c'est très spécifique. Je répète, il n'y a pas de financement des référents ou des cordes au PRE, enfin en général, je veux dire, dans le système. Mais on peut imaginer que ça favorise une expérimentation pour voir si ça peut être loin aussi, je sais pas, d'avoir un référent dédié aux plus de 16 ans, typiquement, pour le suivi des dossiers complexes. Et de se dire, par contre, ça doit être limité, ça doit être réfléchi. On se donne 2 ans pour tester ce poste, voir si ça a un impact, et au bout de 2 ans, on doit faire le point. Et là, par contre, le financement ne pourra pas être continué sur la cité éducative. Donc, dans ce cas-là, effectivement, dans cette idée-là, on peut aller sur, on va dire, une sorte de cofinancement avec le PRE. Les préfectures ne sont pas signataires des conventions de mutualisation. A-t-elle un droit de regard sur le contenu? Peut-être, Saïda, que je peux te laisser prendre un peu le relais. Bien sûr, non, les préfectures ne sont pas signataires. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, le fonds de mutualisation du fonds de la cité, c'est un fonds qui n'est pas uniquement à la main des principaux de collège et des équipes enseignantes. C'est bien un fonds pour lequel on associe l'équipe de la Troïka pour pouvoir présenter les projets qui ont vocation donc à se déployer en direction de l'ensemble des enfants, des élèves de la cité éducative et bien évidemment, l'ensemble des personnes de la Troïka ont leur mot à dire. Maintenant, dans les faits, chaque territoire organise un petit peu cette temporalité et cette gestion du fonds de manière assez différente. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué cette année dans la revue de projet, on avait des questions, on avait souhaité poser des questions un peu plus précises, notamment en matière de budget prévisionnel. Vous en avez parlé, Philippe, en termes de budget prévisionnel du fonds de la cité, comment est-ce que ça avait été organisé, qui finance à hauteur de combien, ça c'était des éléments qu'on avait souhaité avoir bien en amont, et surtout comment se faisait l'arbitrage, répartition premier degré, second degré. Donc cette question-là, elle était aussi dans l'esprit là, et la question qui est soulevée, comment en fait se font les discussions, le partage des projets avec l'ensemble des membres de la Troïka. Donc, je pense que dès le début, effectivement, les préfectures n'étaient pas signataires et c'était assez logique puisque, je le rappelais, l'esprit de cette convention de mutualisation, c'est vraiment de donner la possibilité aux établissements du premier degré de pouvoir bénéficier des crédits du fonds de la cité qui étaient délégués aux EPLE. Donc, c'est plutôt un fonds souple qu'on a souhaité déployer sur les territoires. Et dans la mesure où la partie du 147 était à la main, j'allais dire, initialement des préfectures, puisque il fallait déposer une demande dans Dauphin, on n'a pas souhaité alourdir aussi la procédure de signature, qui, je le rappelle, est déjà suffisamment complexe lorsqu'il y a un changement de fil ou quand cela doit passer en conseil d'administration. Donc, en accord avec la coordination nationale, on a fait ce choix de plus faciliter le circuit de signature qu'autre chose. Voilà. Merci, Suzy, Saïda. si j'ai oublié quelque chose, mais je pense que c'était l'esprit qui prédominait à l'origine et qu'on souhaite garder. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura une précision sur le cofinancement obligatoire de 50% par la collectivité du poste du CPO? Sur le territoire, parfois, il y a 30% de cofinancement de collectivité sur l'ensemble du budget, mais la préfecture finance entièrement le poste de chef de projet. Dans le cas d'une collectivité, parce que si c'est bien les collectivités qui financent à 30% le budget, c'est notre objectif prioritaire, clairement là-dessus. Enfin, d'avoir un cofinancement global sur la cité éducative, je précise. Donc après, effectivement, il peut y avoir parfois des négociations au cas par cas locales, mais alors ça, voilà, on n'y est pas favorable, mais il y a des cas, on sait, dans lesquels les préfectures ont accepté des cofinancements à 100%. Mais on souhaite, normalement, ça doit passer là sur un 50%. Pouvez-vous donner des précisions sur les séjours et voyages scolaires? Alors oui, ça j'ai vu à partir de là, il y a eu beaucoup de questions sur la question des voyages scolaires. Les voyages scolaires, séjours voilà, des enfants dans le cadre de l'école, déjà il y a deux entrées. C'est-à-dire que sommes-nous dans un cadre cofinancé ou non? Le financement à 100% par le 147 des voyages scolaires n'est pas possible.
Ça paraît assez logique. Par contre, dans un cadre d'un cofinancement, c'est différent. Bien entendu, là, il peut être envisageable, en particulier si on tend vers un 50%, d'avoir sur un projet spécifique un cofinancement pour un voyage. Donc, voilà. Donc, le rappel se fait notamment sur la question du financement à 100%. Alors, quel est le montant hors taxe en euros à ne pas dépasser pour être en dépenses de fonctionnement et non en investissement? Alors, ce n'est pas une question de montant, c'est une question d'objet de la subvention. Sur ça, alors attendez, je pense qu'on l'avait indiqué dans la précédente FAQ. Donc, je vais me permettre, comme c'est les données qu'on va vous redonner, de retrouver, parce que l'investissement, c'est pas du tout une question de montant, c'est vraiment une question de type de dépense. Oui. Alors bon, je n'ai plus sous les yeux les données. Je vous prie de m'excuser pour l'attente. Je voulais vous donner la donnée exacte. Bon, je vais avancer, je vais vous la retrouver après Oui. celle-là. Et là, je la retrouve pas. Vous voulez, Saïda, tu l'avais? Non, j'allais répondre à une question, mais Bah vas-y, si tu veux, très bonne idée pendant que je regarde. il y avait une question de Dienaba. S'il y a un reliquat 2023 des crédits du 147 de 15 000 euros sur le fonds du collège chef de file, peut-on décider de ne pas verser la subvention 147 2024 de 15 000 euros au fond du collège chef de file? On n'y avait pas répondu à celle-là encore, hein. Je suis désolée, je reprends le... Non, oui, je t'en prie. Non, s'il y a un reliquat, je réfléchis à voix haute. Pourquoi est-ce qu'on voudrait de ne pas verser la subvention? Pardon, Saïda, je me permets de... Si, vas-y. Oui, parce que du coup, on avait effectivement versé plus de 15 000 euros l'an dernier sur le fonds du collège chef de file. Donc, il y avait 25 000 euros en tout, côté P147, sur le fonds de la cité éducative. Et donc là, on voit qu'il reste 15 000 euros et a priori des crédits P147. Donc, c'est vrai que nous, ça nous interroge le fait de verser à nouveau la subvention 2024, enfin de la prélever en tout cas sur l'enveloppe globale P147 cité éducative, sachant qu'il reste déjà des crédits. Enfin, voilà, je vous soumets la question. Donc, vous voulez ne pas verser de crédit en 2024 et garder le reliquat à la place? C'est ça, vu qu'il existe déjà et que, ils ont déjà peiné à dépenser, à consommer l'ensemble de l'enveloppe. Ça veut dire que pour 2024, ils auraient ce reliquat plus 15 000 euros à nouveau. Enfin, ça me paraît beaucoup, quoi. Ouais, en fait, en théorie, ce qu'il faudrait faire, normalement, c'est en fait faire un, comment dire, un retour du reliquat, pardon, j'ai plus le terme. Un type de Et, perception. Un type de perception et en théorie, verser la subvention, parce que sinon, après, en termes d'équité, le fait qu'on ne verse pas la subvention quand même sur l'année en question, ça peut poser question après sur le suivi comptable en termes de visibilité. Mais parce que par exemple, dans le cas des CPO, je vois si jamais on a des reliquats trop importants dès la première année, dans ces cas-là, on va demander à ce qu'on casse la subvention et qu'on la réajuste en fait au travers d'une nouvelle CPO. Donc c'est pour ça que je pense que peut-être qu'on peut s'en parler après, parce que c'est assez spécifique quand même. Ouais, ça marche. Oui, alors je précise pour les questions comme ça sur lesquelles on n'est pas certain à 100% des réponses, on les garde et on va faire en sorte d'y revenir. Enfin voilà, on n'a pas toutes les réponses forcément dans l'immédiat, ça ne veut pas dire qu'on n'y répondra pas. Je le précise, donc soit on le mettra dans la FAQ, soit on peut revenir vers vous au cas par cas. Bon, j'ai pas réussi à retrouver je sais pas pourquoi j'ai pas là ça veut pas sur la question de l'investissement. Donc je le remettrai dans la FAQ, vous l'aurez. On avait une réponse là-dessus qui est précise et qui explique ce que c'est qu'une dépense d'investissement. Là, je préfère pas avec l'ensemble des questions me hasarder à la définition exacte. Donc
Ça, on y a répondu. Alors, pour la question sur le fonds spécial, hein, pareil, je vais y penser, mais je maîtrise pas là, pour le coup, cette notion de service spécial pour recevoir d'autres fonds. Frédéric Prel. Excusez-moi, mesdames, est-ce que ce serait possible de prendre la parole, s'il vous plaît? On répond encore, on avait expliqué, en fait, je suis vraiment désolée, on va donner parole, mais à la fin. Je vais encore répondre là pendant 10-15 minutes, je suis désolée, questions, parce que sinon, après, les prises de parole sont vraiment très longues et ça ne nous permet pas, je suis vraiment désolée d'absorber un maximum de questions. Donc, je vais encore me faire 10 minutes, allez, on va se dire encore 10 minutes max de réponse, parce que ça fait déjà 1h30, et après, je prends des prises de parole en direct et vous serez la première, madame Saint-Proby. Donc, alors, je me dépêche, je me donne jusqu'à 30. Avec Saïda, on se donne jusqu'à 30. Donc, pouvez-vous approfondir le point suivant? Les crédits cités éducatifs n'ont pas vocation à se substituer aux crédits préexistants, notamment le contrat de ville et PRE. Cela signifie que les communes doivent déjà solliciter le contrat de ville et venir compléter avec des crédits cités éducatifs. Alors, oui, non, pas forcément, parce qu'après, ça dépend de votre contrat de ville. Surtout dans les nouveaux contrats de ville, ça dépend quelles orientations ont été définies. Voilà, donc la cité éducative et le contrat de ville ont quand même vocation à travailler ensemble. Mais voilà, là-dessus, ça va aussi vraiment dépendre de vos appels à projets du contrat de ville quand même, et de ce qui a été défini dessus. Donc, c'est un peu au cas par cas pour le coup. Nos cités éducatives, ça, j'ai déjà répondu. Ça, alors, ça, on a répondu. Alors, l'appui aux caisses des écoles ou au CCAS est-il obligatoire pour les collectivités? En Seine-Saint-Denis, nous autorisons des CERFA par service pour les communes pour renforcer la transparence et le suivi de consommation des crédits. Là-dessus, les règles, ça fait 2 ans de notre côté qu'on les a imposées. Normalement, il n'y a pas de versement aux collectivités territoriales. Quand je dis pas de versement, c'est pas de versement global de la subvention de la cité éducative à la collectivité, notamment pour une question de traçabilité des crédits qui n'est pas possible s'il n'y a pas un budget annexe dans la collectivité, ce qui est pour le coup rarement le cas. Donc là-dessus, par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des versements de crédit à la collectivité, y compris, on va dire, un versement, imaginons, je dis, je sais pas quoi, de 50 000 € en disant, voilà, ça va être pour cette enveloppe va permettre de travailler sur tel sujet sans que ce soit un seul projet défini. Voilà, on peut quand même avoir une enveloppe globalisée versée à la collectivité, mais ça ne peut pas être l'ensemble des crédits et la collectivité ne peut pas être gestionnaire de la totalité de l'enveloppe du 147. C'est ça notamment qui est entendu. Si après, le plus important, de toute façon, c'est la question de la traçabilité des crédits. Je vous renvoie là vraiment à la note d'exécution financière, on le remettra dans la FAQ. On précise les raisons et notamment ce qui est attendu en termes de traçabilité. Voilà, sur les comptabilités analytiques ou pas, le budget annexe, etc. Alors, j'ai une question. Qu'en est-il de la convention de mutualisation? Si elle n'a pas été établie, peut-on la faire avant la fin des 3 ans de la cité? Je sais qu'il y a quelques cités éducatives qui ne nous ont pas transmis leur convention de mutualisation. Je ne sais pas, Virginie, de quelle cité éducative vous êtes. Désolée, là, je ne vois pas. Mais ça devient assez compliqué aujourd'hui de pouvoir continuer à déléguer les crédits du programme 230 sans document de cadrage et sans signature des partenaires. Donc, je suppose que, je pense peut-être que vous faites partie des territoires qui ont vocation, qui ont déposé une demande de label, auquel cas, effectivement, il faudra que vous passiez la convention de mutualisation au plus vite. Et elle vous sera adressée avec la convention cadre. Leïda. Alors, Madame Roux qui nous demande sur la délégation pour une cité éducative labellisée en septembre 2021, nous avons obtenu 50% de l'enveloppe en 2021, 100% sur l'année suivante. Et la question, c'est sur 2024 où 50% devait être versé à nouveau. Sommes-nous d'accord sur le fait que nous allons recevoir en 2024 50% de l'enveloppe pour la période janvier-août, c'est janvier-juin, quelle que soit l'issue de la demande de renouvellement? Ça, oui, je vous le confirme. Quelle que soit l'issue de la demande de renouvellement, ces crédits-là seront bien versés. En cas de renouvellement, effectivement, alors vous n'allez pas recevoir d'enveloppe supplémentaire. En cas de renouvellement, ce versement sera intégré à la subvention versée en 2024. Si par exemple vous deviez toucher 100 000 € pour la période janvier-juin, donc c'est 50%, imaginons, voilà. Si vous avez maintenant un montant de subvention de 300 000 € en 2024, ça veut dire que vous percevrez 200 000. Vous avez déjà, dans ce cas-là, perçu 100 000.
Je le précise notamment parce qu'on a beaucoup de demandes d'augmentation d'enveloppe sur les dépôts de renouvellement. Donc, voilà. Mais ça, voilà, ça fonctionne. Voilà. Il y aura les 50% qui sont compris dans l'enveloppe 2024. Et si, imaginons pas de renouvellement, dans ces cas-là, effectivement, ils seront juste versés. Alors, je vais prendre encore une question et après, on va s'arrêter. Mais je pense que nous en avons au fond et je vais ensuite donner la parole. Je descends un peu. Targeting. Euh, non, je pense que je vais prendre des questions en direct parce qu'il y en a une bonne partie. Pour les questions auxquelles je n'ai pas répondu spécifiquement, etc., on va, je le redis, prendre vraiment tout le chat, enfin remettre toutes les questions et essayer d'apporter un maximum de réponses dans la FAQ. Donc je vous inviterai vraiment, quand on va la transmettre, à consulter la FAQ en priorité et à revenir vers nous ensuite pour reposer votre question. Si jamais vous n'avez pas trouvé la réponse adaptée, on va vraiment reprendre chaque question du chat. Je vous en remercie. Et donc, je vais donner la parole à Madame Sainte. Je vous prie d'excuser l'attente et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et à vous deux enfin à vous quatre pour vos interventions. Vous avez répondu à certaines de nos interrogations dans les Alpes-Maritimes et je pense que je n'hésiterai pas à contacter ma collègue des Bouches-du-Rhône, Madame Guédon, pour voir un peu concrètement sa manière de fonctionner aussi, puisqu'on se retrouve confronté à des difficultés sur des actes attributifs en année civile, mais des exécutions d'actions en année scolaire. Du coup, on est dans le même questionnement. Moi, j'ai deux questions. La première concerne la partie où vous parlez donc d'un recrutement dédié au chef de projet opérationnel. Quand vous parlez de recrutement dédié, est-ce que quand on prend un acteur externalisé, qui n'est donc ni de l'EPCI ni de l'État, est-ce que là, la condition de 50% de financement est obligatoire ou est-ce que ça peut être un financement 100% de la cité éducative? Sur un Parce que poste de CPO? oui, le chef de projet opérationnel, puisque dans les Alpes-Maritimes, nous avons recruté un prestataire externe, finalement, qui n'est pas de l'Interco. Du coup, je voulais savoir si la règle financière qui était de 50% de financement par l'Interco et par le 147 était obligatoire. Normalement, oui, elle s'applique aussi dans ce cas-là, parce que en fait, pour le coup, c'est justement, c'est la fonction derrière, enfin, je veux dire, les missions qui sont rattachées, qui vont en fait, enfin, entre guillemets, créer le poste, peu importe après où il est rattaché. D'accord, donc ça veut dire que ce chef de projet opérationnel, il est rattaché directement à la Troïka, mais donc ça veut dire que même en cas d'une externalisation, ce 50% est réclamé. Très bien. Et la deuxième question concerne l'insistance que vous avez eue par rapport au financement de droit commun, puisqu'on ne doit pas se substituer au droit commun. Est-ce que, par exemple, en cité éducative, on peut financer en plus du 147 des classes, par exemple? Normalement, non. Il y a des financements dédiés. On est Non, d'accord. non, mais je préfère que ce soit, Vous avez raison. Oui, je préfère qu'on pose la question aussi. parce que du coup, il n'y a pas que le 8-18 ou il y a, Tout à par fait. exemple, il y a d'autres dispositifs que nous, on voudrait renforcer, notamment les classes, puisqu'il y en a peu. Du coup, est-ce qu'avec le budget de la cité éducative, on peut financer des classes en plus? Donc, j'ai ma réponse. Non, alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur le 8-18 parce que comme ça vient d'arriver, qu'il y a, on va dire, une part d'objet politique voilà, dedans, il y avait besoin un peu de compréhension parce qu'on a eu beaucoup de sollicitations voilà, de financement sur la cité éducative. Donc, il faut avoir conscience qu'en plus, c'est pas enfin, voilà, chaque territoire a son histoire et donc on a eu, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est global. C'est pas que le 8-18, ça va aussi, donc on le disait pour voilà, le PRE, pour d'autres, etc. Je sais pas si Frédéric est encore avec nous, je sais pas s'il veut réagir éventuellement maintenant qu'on prend quelques paroles pas. Je ne me vois Merci. pas. Merci à vous. Je ne mobilise pas plus la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Désolée pour l'attente encore. Donc ensuite, est-ce qu'on a une autre prise de parole? Je vois pas de main levée. Attendez, je vais essayer peut-être d'agrandir un peu mon écran. Est-ce que je vois pas de main levée?
ou si une personne n'hésite pas à signaler. Sinon, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va répondre à la suite dans la FAQ, déjà. Bon, bah écoutez, sans nouvelles, je remercie à nouveau nos intervenants. Je remercie aussi beaucoup Saïda Belaïd d'avoir co-animé avec moi ce temps. Et puis, on reste à votre disposition. Il y a l'adresse citééducative@ncp.gouv.fr. On essaie au maximum de vous répondre dans des délais à peu près raisonnables. Donc, n'hésitez pas à la saisir. Je vous souhaite une bonne journée sur ce, enfin, une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.